C'est toujours assez émouvant, mais je l'ai déjà dit une fois, nous nous sommes vus à Versailles dans le restaurant dont j'ai oublié le nom. Comment s'appelle-t-il? Voilà, Lucas. En petit comité, il y avait 2 mois, on a 2 mois de ça, à peu près 3 mois de ça. C'était alors la première fois que je parlais de Marie-Antoinette et de ce procès ici à Versailles, et c'est toujours une émotion, si j'ose dire. Nous sommes à la fois dans les lieux du bonheur et dans les lieux du crime. Versailles, c'est Janus. Enfin, pour un historien de la Révolution française, Versailles, c'est Janus. Il y a côté cour et côté jardin. Je vous parlerai assez peu de Versailles, car les événements que je vais évoquer devant vous se situent et prennent place à Paris, en pleine Révolution. On peut dire dans un sens que le procès de Marie-Antoinette, qui a lieu qui se déroule sur 3 jours et 2 nuits, des 14 au 16 octobre 1793, est une sorte de prolégomène à la terreur. C'est comme l'ouverture d'une grande composition symphonique qui s'appellerait La Terreur et qui durera, comme vous le savez tous, jusqu'à la chute au moins jusqu'à la chute de Robespierre, Thermidor en 2. En juillet, 27-28 juillet 1793. Nous sommes donc, 1794, pardon, nous sommes donc en octobre 93. La monarchie s'est effondrée à la suite de la prise des Tuileries le 10 août 1792. Le roi a été suspendu à la suite de cette prise des Tuileries. Et la République est proclamée, comme vous le savez aussi, le 21 septembre 1792, à l'occasion de l'installation de cette assemblée qu'on a appelée la Convention nationale, qui prend la suite de l'Assemblée nationale qui était États généraux, qui s'est réunie ici. L'ouverture est le 4 mai 1789 et qui donne sa première constitution à la France en septembre 1791. Puis qui fait suite à l'Assemblée législative, qui va siéger de façon un peu abrégée, de septembre 91 à août 92, et le 21 septembre, au moment de la proclamation de la République, proposée par un membre du comité de salut public, futur membre du comité de salut public, qui est Collot d'Herbois, qui est un camarade de Fouché, qui partira semer la terreur et organiser la terreur à Lyon quelques mois plus tard. La Convention s'installe et donc le procès de la Reine, si on veut évoquer la toile de fond, le procès de la Reine se déroule sur cette toile de fond de cette Convention qui siège déjà depuis plusieurs mois, et il est organisé par une administration un peu spéciale. Vous savez, la France, à ces périodes de crise, n'a jamais manqué de tribunaux d'exception. C'est une spécialité de notre pays, que ce soit à l'époque de Vichy ou à l'époque de l'épuration en 1944-1945. Et la Révolution invente ses propres instruments exceptionnels de justice. Quelques mois avant que Marie-Antoinette ne comparaisse devant ce tribunal, en mars 1793, la Convention, dont je vous ai parlé très brièvement, 700 députés qui sont élus avec une immense abstention, 90% des citoyens en âge et en capacité de voter s'abstiennent. Les conventionnels sont déjà élus sur un fond de peur et de surveillance généralisée. Et la Convention vote le 10 mars 1793 la formation de ce qu'on a appelé d'abord le tribunal extraordinaire, qu'on va très vite appeler le tribunal révolutionnaire, et qui est l'instrument qui est au cœur du système de la terreur parisienne et nationale aussi, très rapidement, pendant presque un an, un peu moins d'un an, et qui est probablement, de ce point de vue-là, le tribunal qui envoie le plus de suspects de contre-révolutionnaires à la mort, à la guillotine, puisque entre avril 1793 et juillet 1794, date de la chute de Robespierre, il envoie près de 2700 condamnés
condamnée à mort à la guillotine, d'abord place de la Révolution, l'actuelle place Louis XV, puis de plus en plus, à partir des premiers mois de 94, un peu place de l'Hôtel de Ville aussi, puis de plus en plus place de la barrière du Trône renversée, autrefois et à nouveau ensuite barrière du Trône, sur la route de Vincennes. C'est donc devant ce tribunal que comparaît Marie-Antoinette. Alors, je voudrais commencer par vous expliquer et vous donner à comprendre, vous faire comprendre pourquoi je me suis intéressé à ce procès. Personne ne s'y est intéressé. Il est vrai que les archives qui correspondent et qui donnent à comprendre quelque chose de ce procès n'ont pas été vues par les biographes de Marie-Antoinette. Vous pouvez imaginer que dans une vie qui est celle de la reine, qui meurt quelques semaines, quelques jours avant son 38e anniversaire, les biographes de Marie-Antoinette ont considéré que ces 3 jours de procès étaient quantité négligeable dans la vie de cette reine, alors même que dans leur esprit, leur personnage était construit psychologiquement, politiquement, socialement, évidemment, et que donc on était là au cœur de la tragédie de la reine, mais que cette tragédie, d'abord, est dans la plupart des biographies qui lui sont consacrées, très brièvement évoquée, et ensuite, elle n'est évoquée que du point de vue de Marie-Antoinette, du point de vue de l'accusé, du point de vue, si on se place d'un point de vue royaliste, du point de vue de la victime, et pas du tout du point de vue de la Révolution et du point de vue de ceux qui composaient ce tribunal révolutionnaire. Or, ce tribunal révolutionnaire, il est peuplé. Il comporte des juges, il comporte des greffiers, il comporte un jury de jugement, qui en général est un jury politique, qui est organisé à l'avance, dont les membres sont choisis par le comité de salut public dirigé par Robespierre, mais néanmoins un jury de jugement qui comporte 60 membres, mais 15 seulement vont siéger à l'occasion du procès de Marie-Antoinette, qui commence donc le 14 octobre 1993. Et les biographes de Marie-Antoinette, focalisés sur le personnage, vous savez, l'écriture biographique a un effet de loupe grossissante, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à son personnage et à travers les yeux de son personnage à ce qui se passe à travers aux événements traversés par ce même personnage. Et donc, ces juges, ces jurés, cet accusateur public, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Fouquier-Tinville, ont été passés un peu sous silence par les biographes de Marie-Antoinette, à commencer par Stefan Zweig, mais d'autres biographes plus sérieux, jusqu'à Chantal Thomas ou Evelyne Devers, dans les toutes récentes années, ont été un peu vite sur le procès et ne se sont pas vraiment intéressés, et pour cause, aux archives qui concernaient ce procès. Ces biographes se sont contentés de lire les comptes rendus et les procès-verbaux qui avaient été publiés quelques jours après l'exécution de Marie-Antoinette le 16 octobre 1793, place de la Révolution, dans le Moniteur universel et dans les différents journaux révolutionnaires. Je pense au journal de la Montagne, mais vous pouvez bien imaginer que le Moniteur universel de 1793 ressemble un peu à ce que pouvait être la Pravda à l'époque soviétique, c'est-à-dire que ce sont des journaux, la liberté de la presse n'est plus qu'un idéal impossible à atteindre, ces journaux sont sous contrôle et les procès-verbaux sont évidemment réécrits, surveillés et contrôlés par le comité de sûreté générale, qui est le deuxième des grands comités de la Convention nationale. Le premier, l'exécutif révolutionnaire, si vous voulez, c'est le comité de salut public. Et le deuxième comité, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un ministère de la police, c'est le comité de sûreté générale qui contrôle la presse, la surveille et intervient directement dans les articles. En particulier, les procès-verbaux des grands procès du tribunal révolutionnaire. Donc, lisant ces procès-verbaux qui avaient été utilisés par un certain nombre de mes prédécesseurs, biographes de Marie-Antoinette, je me suis très vite aperçu qu'ils me paraissaient insuffisants. Et donc j'ai éprouvé le besoin d'aller voir du côté des archives si par hasard il n'existait pas des pièces
afférentes à ce procès qui pourraient me l'éclairer un peu mieux et qui pourraient me donner à le voir sous toutes ses coutures. Ça, c'est une de mes spécialités comme historien. Je l'avais fait déjà à l'époque où j'écrivais l'histoire des 100 jours, qui s'appelle les 100 jours, la tentation de l'impossible. Quand je travaille sur un objet d'histoire, je n'aime pas le regarder sous une seule de ses faces. J'aime bien en faire le tour complet. Je pense qu'on appréhende la profondeur d'un événement, sa dimension tragique, toutes ses tensions, tous ses paradoxes, toutes ses contradictions, que si on ne le voit que des deux côtés, enfin de l'ensemble des côtés. C'est-à-dire que quand vous avez brutalement confronté, et c'est le cas au cours du procès de Marie-Antoinette, affronté d'ailleurs autant que confronté, deux mondes aussi dissemblables que sont d'une part le monde de la monarchie incarné par Marie-Antoinette, l'accusée, et d'autre part le monde de la Révolution incarné par les 5 juges du tribunal révolutionnaire, par les 15 jurés du tribunal révolutionnaire, par l'accusateur public Foulquier-Tinville, par les 41 témoins qui vont défiler à la barre de la salle de la liberté du tribunal révolutionnaire, tous témoins à charge bien entendu contre Marie-Antoinette. Si on ne regarde pas le procès des deux côtés, si on ne regarde pas ce procès comme l'affrontement brutal de deux mondes qui sont pourtant des mondes contemporains, mais ça, on vit ça dans nos vies en permanence, on passe son temps à rencontrer des gens à qui l'on parle, que l'on touche, mais que l'on ne comprend pas. Et imaginez que cette confrontation du procès de Marie-Antoinette, c'est cette situation-là portée à son degré d'incandescence. C'est-à-dire que non seulement ces deux mondes-là, la monarchie d'un côté, la révolution de l'autre, non seulement ils ne s'entendent pas, mais ils se haïssent profondément. Le procès de Marie-Antoinette est, pour reprendre une formule de Roberto Calasso, une sorte de miroir hérissé de fétiches et de clous. C'est le miroir, c'est le procès de la haine et c'est le procès des fantasmes. Ces fantasmes, d'ailleurs, existent dans les deux sens. Le fantasme de Marie-Antoinette sur ce que représente la Révolution à ses yeux, et fantasme des révolutionnaires sur ce que représente cette Marie-Antoinette de Lorraine-Autriche, veuve Capet, qui comparait à la barre du tribunal le 14 octobre 1793. Donc si on veut comprendre cette confrontation d'une très grande brutalité, d'une très grande violence, il faut aller voir au-delà du discours officiel qui a été produit sur le procès, comme il a été produit sur beaucoup d'autres grands procès du tribunal révolutionnaire. Peu de temps après le procès de Marie-Antoinette, ce sont les Girondins qui vont passer à la barre du tribunal, puis ça sera Madame Roland, puis ça sera l'homme de gauche, et puis ça sera la belle-sœur de Marie-Antoinette, Madame Elisabeth. Marie-Antoinette arrive dans la salle du tribunal, alors que vous le savez, j'aurais dû vous le rappeler dès le départ, son mari, Louis XVI, a été guillotiné place de la Révolution le 21 janvier 1993, donc 7 mois auparavant, qu'elle est enfermée depuis la prise des Tuileries le 10 août 1992, d'abord à la Tour du Temple, puis à partir des premiers jours du mois d'août 1993 à la Conciergerie, dans une seule cellule. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on l'ait fait changer de cellule en cours de route entre les premiers jours d'août et le mois d'octobre où on l'a fait comparaître. Et donc, elle l'a comparé dans une position d'infériorité absolue. Le rapport de force de ce procès, c'est évidemment un rapport de force du faible au fort. Mais pour comprendre tout ça, il faut aller aux archives. Alors, je vais vous raconter un peu parce que j'aime bien dans les livres sur lesquels je travaille, un peu comme on le ferait d'un jeu de poupées emboîtées. Vous savez, les poupées russes, vous avez la grande poupée, c'est peut-être le récit historique qu'on produit, puis vous avez des petites poupées emboîtées à l'intérieur, c'est l'histoire de celui qui raconte le récit. Bon, c'est peut-être un peu autobiographique, ou c'est peut-être, et après tout, en prenant de l'âge, on finit par prendre des risques, et on accepte ce genre de choses-là. Mais j'ai essayé de raconter, dans le récit de ce procès, la façon dont je suis, le pourquoi et le comment je suis arrivé aux sources, parce que vous savez, il n'y a pas d'histoire sans source, il n'y a pas d'histoire sans trace. J'aime beaucoup cette phrase de André Breton dans Clair de Terre, elles gisent encore là, les traces de l'étincelante armure. Nous sommes, nous autres historiens, des hommes de traces. Nous avons tous une sorte de Nestor Burma qui sommeille en nous,
et qui se réveille de temps en temps. Il y a quelque chose qui relève, il y a quelque chose d'enfantin dans le travail de l'historien, il y a quelque chose qui relève de la quête et de la chasse au trésor. On part à la recherche, on mène l'enquête, on part à la recherche de ces sources qui parfois sont oubliées, parfois dorment, pas seulement d'ailleurs dans des fonds d'archives publiques, mais souvent dans des fonds d'archives privés. Et la découverte de ces sources, je dirais, le rapport physique, il m'est arrivé combien de fois, il m'est arrivé de tomber sur des lettres qui avaient 250 ans et qui n'avaient jamais été lues depuis 250 ans, sinon par celui à qui elle avait été destinée, et d'avoir l'impression de la lire quasiment dans une espèce de raccourci psychologique du temps, quasiment au moment où elle avait été envoyée. Il y a des rapports presque sensibles, je dirais même, s'agissant de la beauté parfois des écritures, de l'encre, des annotations juxtalinéaires ou infrapaginales. Il y a même un rapport sensuel avec l'archive. Je regrette infiniment, mais c'est une nécessité technique de plus en plus indispensable, la numérisation des sources, qui fait que, s'agissant de mes jeunes élèves, par exemple, de jeunes historiens, très peu ont cette chance d'avoir accès directement, de toucher littéralement les traces de l'histoire, ces lettres, ces documents qui, littéralement, pour un historien normalement constitué, le font vibrer. Donc je suis parti à la quête à la recherche de ces papiers du procès de Marie-Antoinette. Et malheureusement, là aussi, comme vous le savez peut-être, certains d'entre vous pratiquent peut-être les archives nationales qui, depuis la période de l'Empire, depuis 1807, se trouvaient dans le Marais, l'hôtel de Soubise, ce qu'on appelle aujourd'hui le carré Soubise, ont été, pour la partie des archives contemporaines, c'est-à-dire depuis la Révolution jusqu'à nos jours, transférées dans la banlieue parisienne, à Perfit-sur-Seine, dans un bâtiment qui ressemble un peu, qui est, je peux dire, assez beau, mais qui ressemble un peu aux prisons de Piranèse, vous savez, les carceri Piranèse, avec des escaliers en tubulure dans tous les sens. Enfin, c'est un univers assez étonnant, entouré d'eau par ailleurs. Je me souviens être arrivé là un bel après-midi ensoleillé d'un mois de janvier 2015 ou 2016, je ne me souviens plus, et d'avoir demandé, je savais pertinemment, j'avais vu les inventaires, que la série judiciaire des Archives nationales, qui est la série W, devait comporter, c'était signalé, un dossier concernant le procès de Marie-Antoinette. Donc je demande ce numéro de dossier W255, si mes souvenirs sont bons. J'attends dans une certaine fébrilité et impatience, et puis un appariteur arrive et m'apporte ce dossier qui d'emblée me paraît singulièrement plan et peu consistant. Et j'ouvre ce dossier et je n'y trouve qu'une seule pièce, une petite note écrite d'une écriture que je date immédiatement des années 1880-85, petite note sur laquelle est écrite, probablement par un conservateur de l'époque, les papiers du procès de Marie-Antoinette ont été transférés à l'armoire de fer. Alors je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent ce que c'est de l'armoire de fer. Je vous avoue très sincèrement, et c'est pas pour jouer au littéraire et aménager un suspense qui n'existerait pas, moi je ne le savais pas à l'époque. Je pensais d'ailleurs que l'armoire de fer, c'était la fameuse armoire de fer des Tuileries, vous savez, celle qu'on découvre, celle que commande Louis XVI au serrurier Gamin, et que l'on découvre après la prise des Tuileries le 10 août 1792, qui est en fait une simple porte de fer aménagée dans un couloir secret de l'aile du pavillon de Flore des Tuileries. Eh bien, cette armoire de fer-là, qui était mentionnée dans cette petite note que j'ai découverte dans ce dossier vide, ce n'est pas cette armoire de fer de Gamin, ce n'est pas l'armoire de fer des Tuileries, dont les papiers vont conduire tout droit Louis XVI devant la Convention nationale pour être jugé et condamné à mort le 17 janvier 1793. C'est une armoire de fer que peu connaissent, qui a été commandée par l'Assemblée nationale en 1790 par un décret de l'Assemblée nationale à un autre serrurier parisien. Elle est beaucoup plus sophistiquée probablement que l'armoire de fer la plus célèbre, celle des Tuileries. Et pourquoi a-t-elle été commandée par l'Assemblée nationale? Parce que l'Assemblée nationale, extrêmement fière de la première constitution française qu'elle était en train de rédiger, qu'elle était en train d'organiser, article après article,
voulait y entreposer, comme on entreposerait un document extrêmement précieux dans un sanctuaire, y entreposer la version originale de cette Constitution de 1791, dont nous savons maintenant, rien n'est plus évident qu'un événement lorsqu'il est advenu, et c'est un peu le problème d'ailleurs pour l'historien, il s'agit de se remettre dans un contexte qui n'est pas encore réalisé pour essayer de mieux le comprendre. On comprend infiniment moins bien un contexte quand on en connaît la fin. Mais les députés de l'Assemblée nationale pensaient que cette Constitution allait être éternelle. En réalité, elle va être suspendue dès le 10 août 92, elle ne durera qu'un an. Mais dans cet esprit, dans cet état d'esprit qui était celle des députés de l'Assemblée nationale en 1790, il s'agissait d'organiser, de commander un coffre-fort, une armoire de fer digne de conserver ce document. Et puis aussi de conserver les planches de cuivre qui commençaient à servir à l'impression des assignats, qui seront à l'origine, vous le savez aussi, de cette incroyable galopade, de cette incroyable inflation que va connaître la Révolution française et qui va entraîner d'ailleurs la ruine des 2 tiers des rentiers, des anciens rentiers de la monarchie, qui ne seront eux certainement pas les bénéficiaires de la Révolution française d'un point de vue financier. Et donc cette armoire est commandée, on y entrepose en effet la Constitution, et puis elle va connaître au fur et à mesure des étapes de plus en plus violentes de la Révolution française, elle va connaître un certain nombre de péripéties. Je vais passer à pieds joints sur ces péripéties. On la retrouve en 1807, lorsque Napoléon ordonne l'organisation des archives impériales à l'hôtel de Soubise. On la retrouve au premier étage de l'hôtel de Soubise. Et puis, elle connaît là, jusqu'au début du Second Empire, une vie un peu discrète. On ne s'en sert pratiquement pas. Et dans les années 1850, excusez-moi d'être un peu long, mais c'est tellement passionnant, l'histoire de l'histoire. Dans les années 1850, un historien que vous connaissez tous, qui est le grand historien de la Révolution française, Jules Michelet, propose, à la demande de Visconti et des Beaux-Arts, de la direction des Beaux-Arts de ce qui est devenu le Second Empire, rédige un projet de construction d'un nouveau centre des archives nationales, de ce qu'on commence à appeler les archives nationales. Et ce nouveau centre, ça va être ce qu'on appelle aujourd'hui le grand dépôt des archives nationales, qui est ce bâtiment aveugle dont une face longe la rue des Quatre Fils dans le quartier du Marais, qui est une chose incroyable. On a l'impression d'une espèce de chapelle, de monument dévolu à la mémoire écrite de la France, que ce soit celle de la monarchie ou celle de la République. Et Michelet, dans le rapport qu'il va présenter à la direction des Beaux-Arts, va proposer qu'au centre de ce grand dépôt, qui n'est pas encore construit, mais qui sera construit, où se trouve l'ensemble, une grande partie des archives aujourd'hui, va proposer qu'on dispose au centre de ce grand dépôt cette fameuse armoire de fer, comme on disposerait le sanctuaire dans le sanctuaire, comme si c'était le cœur même de la mémoire écrite de la France. Et qu'est-ce qu'il va entreposer? Qu'est-ce qui va être entreposé dans cette armoire de fer? C'est l'ensemble, c'est les documents les plus précieux de l'histoire de France, c'est-à-dire l'ensemble des grandes chartes royales, mais aussi toutes les constitutions de la République. Le dernier document qui s'y trouve d'ailleurs, c'est la loi Badinter de 1981, qui est la loi la plus courte de France, article 1, la peine de mort est abolie. La constitution de la 5e s'y trouve, et dès l'aménagement et la mise en place de cette armoire de fer, à laquelle on accède selon une sorte de rite étonnant, parce que c'est une armoire qui comporte 3 doubles portes en fer, on y arrive à accoster ou encadrer de 2 appariteurs qui portent des clés grandes comme ça, comme dirait Apollinaire, cette femme et moi suivons presque le même rite, cette armoire et moi suivons presque le même rite. On commence par en faire entrer la clé dans la première porte, on donne un quart de tour à droite, on entend un premier déclic, et puis deux quarts de tour à gauche, un deuxième déclic, et puis on ouvre la première porte, et ainsi de suite avec la seconde et la troisième porte, et on accède au sein des archives nationales.
Et au moment de la constitution des cartons d'archives qui devaient être entreposés dans cette armoire, Michelet a pensé à y mettre les pièces du procès de Louis XVI. Et pour revenir à la petite note que j'avais découverte aux archives de Perfit, dans ce dossier vide des archives du procès de la Reine, probablement qu'un conservateur des archives nationales, au début de la Troisième République, a dû se dire, mais puisque les papiers du mari sont dans l'armoire de fer, on va y mettre aussi les papiers de sa femme. Donc, qui dit archives du procès du roi, dit archives du procès de la Reine, et donc on colle dans les années 1880 les archives du procès de Marie-Antoinette. C'est là qu'elles se trouvent depuis 1883, et c'est là que personne ne les a jamais vues. J'ai été le premier à avoir cette chance de pouvoir, je dois dire que c'était encore un mois de janvier ou un mois de février, et c'est tout juste si je n'ai pas travaillé avec des gants, tellement il faisait froid dans cet extraordinaire grand dépôt un peu sépulcral, un peu crépusculaire. Hein. C'est étonnant cet endroit, il faut absolument le visiter. Certains d'entre vous l'ont certainement vu à l'occasion des Journées du patrimoine, on peut entrer là-dedans, il faut aller voir ça, c'est très très beau. Et puis c'est vraiment une pensée intellectuelle de la part de Michelet, parce que les archives sont rangées d'un côté la nation, de l'autre la monarchie, enfin il y a une véritable pensée de rangement de ces archives dans ce grand dépôt. En tout cas, les archives du procès de Marie-Antoinette se composent de deux grands in-folios en maroquin rouge. C'est le premier qui est le plus intéressant, et là je découvre un certain nombre de choses qui visiblement n'avaient pas été vues. D'abord, beaucoup de papiers administratifs, toutes les réquisitions qui sont envoyées par Fouquier-Tinville, l'accusateur public qui est en charge, qui organise avec Robespierre littéralement le procès de Marie-Antoinette. On envoie des réquisitions pour nommer les témoins, pour les enjoindre de venir. La moitié des témoins d'ailleurs est déjà emprisonnée, et l'autre moitié va mourir de mort violente, comme Marie-Antoinette sur l'échafaud, à l'issue ou à l'occasion des différentes péripéties que va connaître la Révolution française après le procès de la Reine. Et notamment, vous pensez que ces témoins, ces juges, ces jurés sont très proches de Robespierre, qui est un peu l'homme fort du comité de salut public, et qu'à la chute de Robespierre en juillet 1794, beaucoup de ces juges du tribunal révolutionnaire, de ces jurés du tribunal révolutionnaire, vont eux-mêmes être décrétés d'accusation et vont eux-mêmes se produire devant le tribunal révolutionnaire, être jugés et pour un certain nombre d'entre eux être condamnés à mort. Il y a, je fais une remarque au passage pour le dire, il y a une sorte de communauté tragique de destin au cours de ce procès entre, même si on ne plaint pas trop les juges à l'époque du jugement de Marie-Antoinette, entre les juges et l'accusé, entre les révolutionnaires qui sont présents dans cette salle de la liberté et Marie-Antoinette elle-même. Donc je découvre ces papiers administratifs, mais je découvre aussi des éléments qui me donnent à penser, ce que je croyais dès le départ, que les procès-verbaux publiés officiellement, entre autres par le Moniteur universel, n'étaient pas tout à fait exacts, s'agissant, par exemple, du déroulé du procès, des questions posées par le président du tribunal, Hermann, qui est un très proche de Robespierre, et des réponses formulées par l'accusé, par la reine, par l'ex-reine Marie-Antoinette. Ce que je trouve dans ces pièces, c'est une quinzaine de feuillets, très rapidement griffonnés, probablement par un greffier anonyme du tribunal révolutionnaire. Ces feuillets ne sont pas signés, et que j'ai appelé, faute de mieux, note d'audience, et dans lequel le greffier prend en télégraphie très rapidement le déroulé du procès, les questions posées soit par les juges, soit par les jurés, soit par l'accusateur public Fouquier-Tinville, et les réponses données par Marie-Antoinette. Et je m'aperçois que cette version, qui n'était pas connue jusqu'alors, ces notes d'audience sont très différentes de la version officielle. C'est sur cette version donc que je vais vous raconter l'histoire du procès, car je vais vous le raconter, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est sur cette version que je vais m'appuyer. Je vais vous prendre un seul exemple pour vous montrer les écarts, parce que vous savez, l'histoire c'est pas quelque chose de donné, hein. L'histoire c'est une construction. Je dirais, l'histoire c'est une construction, et l'historien opère une reconstruction. C'est comme si on se promenait sur un champ de ruines, et si on réinventait un bâtiment qui ne sera jamais à l'identique
de celui qui existait avant qu'il ne soit en ruine. Hein. C'est ça, au fond, l'histoire. Il y a un côté architecte, géographe, géologue et architecte dans l'historien. En tout cas, pour vous donner un exemple des écarts qui pouvaient exister entre les deux versions, parmi les 41 témoins qui défilent à la barre du tribunal révolutionnaire, vous avez quelques anciens fidèles serviteurs de Marie-Antoinette, dont l'un des derniers ministres de la guerre de Louis XVI, qui était le comte de la Tour du Pin Gouvernet, qui était à Versailles, ici, au moment des journées des 5 et 6 octobre 89, qui a été nommé ministre de la guerre tout de suite après la prise de la Bastille, je crois le 16 ou le 17 juillet 89, et qui va finir par donner sa démission à la fin des années 1790, constatant la totale désorganisation de l'armée, le départ en très grand nombre des officiers en émigration, et qui va se réfugier à Londres, mais qui aura ce courage de revenir au moment du procès de Louis XVI, en pensant déjà témoigner et défendre le roi, et qui finalement sera emprisonné, décrété d'arrestation, considéré comme suspect, et qu'on va faire sortir de prison, je crois qu'il était au Madelonette, qu'on va faire sortir de prison pour le faire témoigner au procès de Marie-Antoinette. Et la Tour du Pin, d'ailleurs, je le note au passage, c'est noté par sa belle-fille. Sa belle-fille n'est autre que Madame de la Tour du Pin, en mémoire d'une femme de 50 ans, parmi les plus merveilleux mémoires qui aient jamais été publiées sur cette période-là, et qui raconte qu'il est le seul au cours du procès à ne pas appeler Marie-Antoinette par son nom réglementaire de l'époque, c'est-à-dire la veuve Capet. Il dit « Votre Majesté » et il se découvre. Évidemment, ça ne va pas arranger son cas, et lui-même va monter sur l'échafaud en avril 1794, comme son cousin d'ailleurs, le comte de Gouvernet. Mais que raconte, au moment où la Tour du Pin se produit à la barre des témoins, que raconte le Moniteur? Le Moniteur développe les questions et les réponses de la Tour du Pin sur un quart de page. Vous savez, c'est des écritures très petites, les colonnes du Moniteur. Un quart de page de questions et de réponses, où la Tour du Pin ne défend ni n'accuse Marie-Antoinette, dont il était par ailleurs très proche. Mais ça permet au tribunal de développer son accusation, notamment sur le fait de dire que Marie-Antoinette est coupable le 6 octobre 1789, depuis le balcon de la cour de marbre de Versailles, d'avoir fait tirer sur le peuple. Hein, c'est ça l'une des charges, l'un des points de l'accusation du tribunal, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est celui-là. Bon, donc on a un dialogue dans le Moniteur. Et puis, dans les notes d'audience manuscrites que je trouve dans l'armoire de fer, on a deux lignes. On a le citoyen à la Tour du Pin Gouvernet, deux points. Le citoyen à la Tour du Pin Gouvernet n'a rien dit. Probablement, est-ce ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la Tour du Pin a dit « Moi, je ne veux pas entrer dans cette mascarade de procès politique, donc je refuse de parler. Je salue la reine, comme je le faisais avant la Révolution, et je refuse de parler. » Tout ça ne lui portera pas chance, comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Mais vous voyez quelle distorsion on peut avoir, je pourrais vous citer 1000 exemples, entre la version officielle, qui est publiée par le Comité de Sûreté Générale d'un côté, et la version manuscrite qui dormait dans ces archives, dans cette armoire de fer, que j'ai pu découvrir. Alors, maintenant je voudrais en venir au procès lui-même, et vous le raconter un peu. D'abord, peut-être vous décrire l'endroit dans lequel ça se passe, parce que il y a quelquefois, grâce à nos conservateurs, grâce à la politique qui a été menée, la politique patrimoniale qui est menée depuis la Révolution française, il y a quelquefois de véritables lieux de mémoire, des lieux de continuité de l'exercice du pouvoir. Et le palais de justice de Paris est un de ces lieux. Car cette salle, dite improprement d'ailleurs salle de la liberté, dans laquelle comparait Marie-Antoinette le 14 octobre 1793, est un endroit où la justice s'est toujours exercée. D'abord la justice du roi, ensuite la justice de la nation. Cette salle n'est autre que la grande chambre du Parlement de Paris, ce qu'on appelait la chambre dorée, dans un décor absolument fastueux qui a été détruit une première fois par les révolutionnaires, puis une deuxième fois par l'incendie de la Commune en 1871. C'est là que se tenaient les lits de justice
conduit par le roi. C'est là que Louis XIV se serait produit en 1661, tout jeune monarque en bottes et cravache, et aurait dit, mais ça je n'y crois pas plus que ça, l'État c'est moi, en faisant casser les décisions du Parlement de Paris. C'est là que Louis XVI se produira pour la dernière fois dans ce conflit qui va l'opposer, ce conflit pré-révolutionnaire qui va l'opposer au Parlement, se produira en 1787. Il y aura cet échange entre le duc d'Orléans, son cousin, qui siège parmi les pairs de France au sein du Parlement, et le roi lui-même. Le duc d'Orléans lui disait, alors que Louis XVI essaye de faire casser les décisions du Parlement, qui elles-mêmes cassent les réformes financières que Louis XVI essaye de mener avec Calonne, puis avec le ministre Brienne, le duc d'Orléans lui dit « vous ne le pouvez pas », et Louis XVI répond d'un ton très faible, infiniment plus faible que n'avait répondu Louis XIV un siècle et demi auparavant, si je le peux car je le veux, mais c'est la dernière fois que le roi l'a vraiment voulu, et nous étions en 1787, un an et demi avant l'ouverture des États généraux en mai 1789. Donc c'est un endroit qui, malgré le décor profondément transformé, je ne sais pas, je vous souhaite de ne pas avoir eu l'occasion d'y aller, parce que c'est maintenant la première chambre du tribunal de grande instance de Paris, pour un procès, mais je m'y suis promené. Pourquoi est-ce que je m'y suis promené? D'ailleurs, c'est ça qui m'a amené au procès de Marie-Antoinette. C'est que, alors que je venais de rédiger ma biographie de Fouché, le révolutionnaire, le mitrailleur de Lyon, le conventionnel, le ministre de la police de Napoléon, alors que j'avais, si j'ose dire, traversé la révolution sur le dos de Fouché, et que j'avais vraiment envie d'y retourner à cette révolution et de la comprendre un peu mieux, et d'en comprendre les mécanismes, et en particulier les mécanismes terroristes, le Centre des Monuments Nationaux m'avait demandé de réfléchir à la réorganisation de la muséographie et de la conciergerie. C'est fait d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça a un peu changé, c'est un peu moins musée Grévin que ça ne l'était jusqu'à l'année dernière. Et donc j'avais eu la permission de me promener non seulement dans les sous-sols, dans les cachots de la conciergerie, mais également dans la salle du pas perdu, des pas perdus, et dans cette première chambre du tribunal de grande instance. Alors, ce décor est un décor terriblement Troisième République, qui sent un peu l'encaustique et la poussière, un décor sombre, car je vous le raconterai tout à l'heure, cette salle, qui est très grande, est éclairée par 3 grandes fenêtres qui elles-mêmes donnent sur un espèce de faux puits de lumière, une petite cour intérieure. Ce palais de justice est plein de raccoins et de cours et d'escaliers. C'est un endroit absolument... on comprend que Balzac et Victor Hugo s'y sont plus. C'est un endroit romantique en diable et fantasmatique en diable aussi. Donc, dans cette salle, aujourd'hui comme hier, et nous étions au mois d'octobre, à l'occasion du procès de Marie-Antoinette, on a beau être en été ou en hiver, il fait toujours sombre. Ces 3 grandes fenêtres éclairent très peu la salle, et on peut imaginer que tout le procès s'est tenu à la lumière des quinquets ou des bougies, dans une sorte de clair-obscur un peu tragique, depuis le 14 octobre à 8h du matin, à laquelle Marie-Antoinette entre par une porte qui se trouve dans le fond de la salle, derrière le bureau derrière lequel sont assis les 5 juges du tribunal. En tout cas, malgré ce changement de décor, je vous assure que quand on a déjà un peu travaillé sur ce procès, on se retrouve dans cette même salle où l'exercice de la justice n'a jamais cessé, parce que c'est là qu'ont eu lieu les grands procès de l'épuration, le procès du maréchal Pétain, le procès de Brasillac a eu lieu par exemple dans cette même salle. La justice du roi s'exerce dans cette salle, et puis à partir du moment où aux États généraux, dans la salle du Jeu de Paume, qui n'est pas très loin d'ici, les députés du tiers prêtent serment sur le fait que là où sont les députés est la nation, et que ces députés ne se sépareront pas avant d'avoir donné une constitution à la nation. Cet extraordinaire renversement de souveraineté de la tête du roi à la tête de la nation va faire que désormais, dans cette salle du palais de justice, la justice qui s'exerçait au nom du roi va s'exercer au nom de la nation. Et le premier tribunal qui va siéger dans cette salle, c'est le tribunal de cassation, car le roi avait la cassation. Alors que lorsque la justice s'exerce à partir de 1790 au nom de la nation, on crée ce principe du tribunal de cassation. Et le tribunal de cassation va très vite céder la place
au tribunal révolutionnaire qui, comme je vous l'ai dit, est créé par un décret de la Convention nationale en mars 1793. C'est là qu'on comparait Marie-Antoinette. Mais cette salle dans laquelle se trouvait une magnifique cheminée en marbre à l'effigie de Louis XIV, sculptée par Cosvox, dans lequel on pouvait voir ce plafond à caissons dorés qui remontait au règne de Henri II. Cette salle a été, selon un modèle et un état d'esprit propre aux révolutionnaires, très imprégnée de littérature gréco-romaine et de stoïcisme romain. Cette salle a été épurée. On n'épurait pas seulement la société, on épurait aussi les bâtiments sous la Révolution. Et donc, elle a été débarrassée de ses emblèmes monarchiques, bien entendu, dépouillée, et on y a installé les nouveaux, je vous la décris parce que c'est là que Marie-Antoinette va rentrer, on y a installé les nouveaux symboles de la Révolution française, à commencer, bien entendu, par la table des droits de l'homme, et aussi la Constitution de 1793, qui, comme vous le savez peut-être, est mort-née et ne sera jamais exercée, dans la mesure même où on déclare au même moment l'instauration du gouvernement révolutionnaire qui va s'exercer jusqu'à la chute de Robespierre dans une sorte d'entre-parenthèse, de mise entre parenthèses des lois et surtout de cette constitution de 1793. Donc les tables de la loi donc, sur le mur du fond, et de part et d'autre des tables de la loi, on va mettre sur des consoles les deux bustes des deux grands martyrs de la liberté qui sont morts du point de vue des révolutionnaires, qui sont morts pour la cause de la révolution et de la liberté, qui sont Le Pelletier de Saint-Fargeau, député à la Convention nationale, qui est assassiné au Palais Royal par le garde du corps de Louis XVI, Paris, peu de temps après qu'il ait voté la mort du roi fin janvier 1793, donc le buste de Le Pelletier d'un côté, et de l'autre, le buste de Marat, bien entendu, assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday en juin 93, donc 3 mois avant le procès de Marie-Antoinette. Et Charlotte Corday est d'ailleurs passée dans cette même pièce où passera Marie-Antoinette, a été condamnée à mort au mois de juillet 93, peu de temps avant le procès de Marie-Antoinette. Donc les nouveaux symboles sont en place, mais il faut y ajouter aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quelques jours avant le procès, le citoyen palois, un nom qui vous dit peut-être quelque chose, qui est l'entrepreneur des travaux publics qui avait été chargé de la démolition de la Bastille, symbole de la tyrannie monarchique et de l'absolutisme monarchique, va faire don d'une pierre de la Bastille au tribunal révolutionnaire. Et donc on va déposer dans la salle de la liberté du tribunal révolutionnaire une pierre de la Bastille, comme si on voulait montrer aux accusés qui vont passer dans cette pièce une sorte de témoignage de ce qu'avait été l'absolutisme et la tyrannie de l'Ancien Régime, de ce qu'on appelle déjà l'Ancien Régime en 1793, comme si visuellement les accusés devaient être confrontés aux vestiges de cette tyrannie monarchique qui est symbolisée physiquement par cette pierre de la Bastille qui se trouve dans la salle de la liberté du tribunal révolutionnaire. Donc vous avez ce décor, vous avez ces symboles, une salle très dépouillée, une grande table qui existe encore, à pied de griffon, derrière laquelle, avec un tapis vert, derrière laquelle siègent les 5 juges en panaché qui portent une médaille sur laquelle est inscrite la liberté ou la mort et qui ont ces tricornes à plumes tricolores un peu ostentatoires. Les Français ont toujours aimé, et surtout ceux qui ont des responsabilités, se déguiser, et particulièrement sous la Révolution. Et puis vous avez à gauche de la table des juges, vous avez le banc des accusés sur lequel Marie-Antoinette va se tenir quand on ne lui demande pas de se présenter au centre de la salle au moment des interrogatoires. Et à droite, sous les fenêtres dont je vous ai parlé tout à l'heure, à droite de la table des juges, vous avez le banc des jurés, de ces fameux 15 jurés dont je vais vous parler dans un instant. Devant, vous avez la table des greffiers et évidemment la table de l'accusateur public, Fouquier-Tinville, qui va porter l'accusation et faire lire l'accusation contre Marie-Antoinette. Donc voilà, le décor est à peu près planté. Alors ce décor, il est évidemment peuplé
d'un certain nombre de personnages, et pas seulement Marie-Antoinette, que je voudrais évoquer maintenant. Je voudrais commencer par les révolutionnaires, qui sont probablement ces personnages de la 25e heure que j'ai découverts à l'occasion de ces archives, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la lecture de ces archives. Les jurés, ces 15 jurés, qui sont ceux qui vont voter la mort de Marie-Antoinette le 16 octobre à 4 h du matin, sont très symptomatiques à la fois de ce que représente la Révolution dans sa partie violente et terroriste de 1793, à la fois socialement, économiquement, mais aussi psychologiquement. Parce que vous savez, à force d'écrire des livres d'histoire, de faire des recherches, on passe quelquefois et de plus en plus souvent de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'on considère que le portrait socio-économique, comme on dit dans notre jargon, des personnages auxquels on a affaire n'est pas suffisant. Il faut aller toucher un peu la chair et le sang des personnages et savoir véritablement ce que les uns et les autres avaient dans la tête à un moment donné de leur vie et à un moment particulièrement tragique qui a été ce procès de Marie-Antoinette. Donc, ces 15 jurés de jugement qui vont condamner Marie-Antoinette à mort sont ce qu'on appelait à l'époque des jurés sûrs, c'est-à-dire qu'ils ont été choisis sur la liste des 60, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parmi les plus convaincus des sans-culottes parisiens. Tous ont fait leur parcours révolutionnaire, c'est-à-dire que certains sont vainqueurs de la Bastille, ont participé à la prise de la Bastille le 14 juillet, parmi les 900 qui ont été décorés le 14 juillet 1789. Tous siègent dans les innombrables comités de surveillance, comités révolutionnaires, sections parisiennes, vous savez, les 48 sections parisiennes qui dépendent de la Commune de Paris, un certain nombre sont membres de la Commune de Paris. Ils ont donc fait allégeance, si j'ose dire, ils ont leur brevet de révolution en poche, et ils sont considérés par Fouquier-Tinville d'un côté, par Robespierre et le comité de salut public de l'autre, comme des jurés sûrs, c'est-à-dire qui voteront la mort, quoi qu'il arrive, quelles que soient les tribulations du procès, quelles que soient les surprises que pourrait occasionner ce procès, qui voteront la mort de Marie-Antoinette. Ils sont assez homogènes socialement, parce qu'ils sont tous issus de ce qu'on pourrait appeler la petite boutique parisienne. Ils sont en général âgés, la moyenne d'âge est 40 ans. Par exemple, l'un est trinchard et menuisier, un autre est charpentier, un troisième est imprimeur, un quatrième est orfèvre, renaudin et luthier. Et ils font partie de cette boutique parisienne, de ces métiers, de ces anciennes corporations parisiennes, et ils sont en même temps, étant tous les leaders de leur section dans les différents quartiers de Paris, des leaders révolutionnaires. Ils appartiennent à ce qu'on appelle les activistes sans culottes, le personnel révolutionnaire sans culottes. Les sans culottes, je fais une toute petite parenthèse, c'est pas le peuple de Paris, hein. Saint-Just le dira lui-même, la révolution est glacée, le peuple est rentré chez lui. Les sans-culottes, les activistes révolutionnaires, c'est à peu près 5% de la population parisienne, c'est la petite et la moyenne bourgeoisie parisienne, c'est pas le peuple. Le peuple intervient à l'occasion de ce qu'on appelle les journées révolutionnaires, comme par exemple la prise des Tuileries, ou les journées contre la Convention nationale en 93 et 94. Mais ceux qui peuplent les comités de surveillance, les comités révolutionnaires, les sections parisiennes, c'est cette bourgeoisie des métiers parisiens, quelquefois aussi cette bourgeoisie libérale, quelques avocats, mais on les retrouve plutôt à la Convention nationale, ceux-là, qui sont donc présents, ce sont ces 15 jurés du tribunal révolutionnaire. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit un certain nombre de choses, mais on n'en a probablement pas dit assez. Comme ces jurés ont été obligés de se justifier, qu'ils ont eux-mêmes été décrétés d'accusation, qu'ils ont eux-mêmes écrit leur mémoire justificative pour essayer de sauver leur peau après la chute de Robespierre, à l'époque de ce qu'on a appelé la Convention thermidorienne en 1795, on en sait un peu plus sur leur motivation, sur ce qu'ils avaient en tête, sur le pourquoi et le comment de leur présence dans cette salle de la liberté du tribunal révolutionnaire. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on peut essayer, il y a des choses qu'on ne pourra jamais expliquer, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut expliquer. Je pense que la première, et je crois qu'il ne faut pas faire abstraction de cela, c'est leur conviction révolutionnaire. Je suis persuadé
que ces 15-là étaient eux-mêmes persuadés que Marie-Antoinette était coupable, on en parlera tout à l'heure, convaincus qu'elle méritait la mort et qu'elle devait être envoyée à l'échafaud, place de la Révolution, à l'issue de son procès. Il y a quelque chose qu'on peut expliquer derrière ces convictions, que tous les jurés, à l'occasion de leur propre procès, mettent en avant, qu'on peut expliquer, c'est que ces membres des corporations parisiennes, des petits métiers parisiens, vivent dans un monde révolutionnaire qui n'est pas un monde de la complexité, qui est un monde binaire, qui est un monde en noir et blanc. Il n'y a pas de gris dans leur esprit. Il y a les noirs, les mauvais, les suspects, les ennemis de la Révolution, les contre-révolutionnaires, incarnés par Marie-Antoinette, et il y a les bons, qui sont les révolutionnaires. C'est vraiment un monde en noir et blanc, et je pense que, étant donné le peu d'expérience politique qui est la leur, car ces gens-là qui exerçaient leur métier sont entrés brutalement en politique depuis quelques mois seulement, ce monde binaire est un monde rassurant, dans lequel ils retrouvent une sorte de réassurance d'eux-mêmes et de leurs convictions politiques. Un monde où il n'existe que des méchants d'un côté et des bons de l'autre. Alors, ces nuances étant faites, ces convictions, à mon avis, sont réelles. Mais il y a d'autres éléments aussi qui apparaissent dans leur esprit. Ils sont certainement animés par un esprit de vengeance ou de revanche sociale. Il y a quelque chose, il y a des formes de subversion sociale dans ce procès. Pour la première fois, comme le disait Sieyès dans Qu'est-ce que le tiers-État, ces jurés et ces juges du tribunal révolutionnaire qui n'étaient rien deviennent tout. Ils passent de l'ombre à la lumière. Non seulement, avant 1789, ils n'auraient osé approcher et voir Marie-Antoinette, reine de France, mais là, non seulement ils l'ont en face d'eux, non seulement ils la voient, mais ils disposent de sa personne. Ils ont droit de vie et de mort sur elle. Toute l'histoire du procès est ce procès de la revanche des petits sur les grands, de la revanche au nom de l'égalité, bien entendu. On le voit à travers les témoignages, dans les notes d'audience dont je vous parlais tout à l'heure. Parmi les 41 témoins qui défilent, il y a une femme de charge de Versailles qui s'appelle Reine Millot. Cette Reine Millot, elle occupait véritablement je ne la critique pas pour autant, voilà, c'était sa place à Versailles, elle occupe le dernier barreau de l'échelle sociale de l'organisation de la cour. Et Reine Millot, lorsqu'elle comparaît devant le tribunal, explique bonnement pour porter la charge et l'accusation contre les prévarications dont est accusée Marie-Antoinette, cet or qu'elle aurait fait envoyer à son frère Joseph II à Vienne. Cette Reine Millot explique tout bonnement que toute Reine Millot qu'elle est, elle a eu des confidences de la part du duc de Cogny, qui était l'un des commensaux les plus proches de Marie-Antoinette, et que le duc de Cogny lui a dit, elle peut l'assurer devant la barre du tribunal, qu'en effet, on a fait expédier depuis Versailles des chariots remplis d'or directement vers Vienne. Mais peu importe la vérité ou la contre-vérité, vous avez compris que c'était une contre-vérité, peu importe cette assertion, ce qui est intéressant, c'est que cette Reine Millot, comme beaucoup d'autres témoins qui vont comparaître devant le tribunal, se sentent pour la première fois de leur vie à égalité avec ces grands officiers de cour qu'ils ne pouvaient pas, et a fortiori avec la reine elle-même. Parmi les témoins, on trouve un garde national qui était de faction aux Tuileries et qui explique, lui, que la reine elle-même lui a fait des confidences. qu'elle lui a dit, par exemple, que c'est elle qui avait organisé la fuite à Varennes le 21 juin 1791. Donc, ce phénomène de subversion sociale, cette espèce de procès fait à Marie-Antoinette qui représente l'inégalité juridique et sociale de l'Ancien Régime au nom de l'égalité révolutionnaire, on le ressent physiquement à travers les témoignages des uns et des autres au cours du procès. Ça, c'est un élément de subversion, un élément de revanche sociale. Il y a certainement aussi, dans la tête de ces jurés et de ces juges, quelque chose qui relève de l'ambition et du vertige du pouvoir. Parce que ces gens passent du jour au lendemain de l'anonymat de leur métier parisien à un pouvoir révolutionnaire absolument immense. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, qu'ils ne vont pas seulement avoir Marie-Antoinette en face d'eux, ils
vont avoir près de 5000 suspects qui vont comparaître, dont 2700 vont monter sur l'échafaud, qui vont comparaître devant le tribunal révolutionnaire. Donc il y a cette espèce de vertige du pouvoir, certainement, qui s'empare d'eux. Ça, c'est un autre élément. Et puis il y a un dernier élément dont évidemment aucun d'entre eux ne parle, si ce n'est en mettant en avant un argument qui est de dire que, et ça c'est un argument de guerre civile, et au fond toute la révolution a été au fond des épisodes violents, de plus en plus violents de guerre civile, qui est de dire qu'il faut tuer pour ne pas être tué. C'est-à-dire que si on ne tue pas les contre-révolutionnaires vont nous tuer. C'est vivre libre ou mourir. C'est la formule qui est développée dès 1793. Donc il y a un élément de légitime défense. C'est au fond, je ne voudrais pas faire de comparaison trop oiseuse, mais quand on regarde de près les bandes des audiences du procès de Nuremberg, pas les grands coupables de 45, mais les officiers des Einsatzgruppen par exemple, les années 1947 et 1948, ces gars-là disent exactement la même chose. Ils disent si nous n'avions pas tué les Juifs, nous aurions été tués nous-mêmes. Donc il y a cette espèce de forme de légitime défense qui est avancée par les révolutionnaires présents au tribunal révolutionnaire. Et en arrière-fond de tout ça, il y a quelque chose là dont personne ne parle jamais, mais qui certainement habitait peut-être d'ailleurs encore plus les jurés et les juges que Marie-Antoinette elle-même, c'est la peur. Tout le monde a peur. Et je reviens à cette phrase de Saint-Just, la révolution est glacée. Tout le monde a peur et étant du bon côté, on veut faire du zèle et montrer que véritablement on est du bon côté et donc supprimer ceux qui menacent la révolution, c'est-à-dire et ceux qui l'incarnent, ces contre-révolutionnaires, et celles qui l'incarnent, c'est-à-dire Marie-Antoinette. De son côté, je veux peut-être aller un petit peu vite parce que le temps passe, de son côté, Marie-Antoinette est probablement dans un état d'esprit, et même certainement dans un état d'esprit très différent. Lorsqu'elle apparaît dans cette salle de la Liberté, le 14 octobre, qui est-elle et qu'a-t-elle vécu dans les mois qui ont précédé? Elle est la reine de France jusqu'en 1789, elle est la reine des Français, mais pas la régente. Mais pas la régente, car dès 1790, l'Assemblée nationale va lui enlever tout droit à la régence au profit de son beau-frère, le futur Louis XVIII. Elle est la reine des Français jusqu'en 1791, et puis à partir de 10 août 1792, elle est tout simplement privée de ses droits et prisonnière à la Tour du Temple. Elle a vécu alors à la Tour du Temple avec sa famille, c'est-à-dire d'abord son mari, sa belle-sœur, Madame Elisabeth, et ses deux enfants, les deux qui lui restent, c'est-à-dire le petit dauphin, futur Louis XVII du point de vue des royalistes, et la dauphine, qui est la seule survivante des prisonniers du Temple, qui sera échangée après la mort de sa mère en 1795 contre des révolutionnaires qui avaient été capturés par les Autrichiens et qui pourra regagner Vienne en 1795. Donc elle vit en famille, si j'ose dire, au deuxième étage de la Tour du Temple, mais son mari meurt le 21 janvier 1793, mais on lui enlève son fils dans les premiers jours de juillet 1793, mais on lui enlève sa belle-sœur et sa fille dans les premiers jours d'août 1793, lorsqu'on la transfère de la Tour du Temple à sa cellule du rez-de-chaussée de la prison de la Conciergerie, où, à la différence des autres prisonniers, ils sont déjà 350 à la Conciergerie quand Marie-Antoinette y arrive le 2 août 1793. À la différence des autres prisonniers, elle n'a pas le droit, elle est absolument, totalement confinée au secret, elle n'a pas le droit aux promenades dans la cour des femmes, sur laquelle d'ailleurs les deux soupiraux de son cachot donnent. Elle n'a pas le droit à ces promenades, elle va rester enfermée sans lumière la nuit, avec une possibilité très limitée de lecture. Elle s'adonne beaucoup d'ailleurs aux travaux d'aiguille, avec ce qu'elle a sous la main, c'est-à-dire des fils de lin, de la tenture qui recouvrait, ou des morceaux de tenture qui recouvraient les murs en pierre de sa cellule. Elle est gardée à vue, la cellule est divisée en deux, c'est à peu près 15 mètres carrés en tout, elle est gardée à vue par deux gendarmes des tribunaux
commis auprès du tribunal révolutionnaire séparé par un paravent, et elle va rester là depuis le 2 août jusqu'au 14 octobre, date à laquelle elle comparaît devant le tribunal. Le mot qui revient le plus dans ces correspondances, car vous aurez compris que je ne suis pas arrivé à ce procès par elle. Je suis arrivé à ce procès par la Révolution, je voulais essayer de comprendre ce que c'était, que ces impasses révolutionnaires, que cette violence révolutionnaire à travers un événement qui est le procès de Marie-Antoinette. Mais j'y suis pas arrivé par elle. J'ai fini par la découvrir petit à petit en lisant ses réponses dans ses notes d'audience et en essayant, et puis au fur et à mesure en lisant les innombrables lettres qu'elle a écrites et qui, elles, ont été publiées, en essayant de les lire entre les lignes et en essayant de comprendre sa personnalité. Le mot qui revient le plus dans ces lettres, à partir de 1789 jusqu'aux dernières lettres qu'on possède d'elle, c'est-à-dire des lettres de 1792, c'est le mot malheur. Elle est dans une situation qui est une situation qu'elle vit comme une tragédie, je dirais, de surgissement de la Révolution française, qui correspond aussi à une tragédie personnelle qu'elle a vécue, que beaucoup oublient. C'est qu'au moment de la convocation des États généraux, le 5 mai 1789, quelques jours plus tard, son fils aîné va mourir à Meudon, le 4 juin 1789. On oublie beaucoup ce qu'a représenté la mort de ce petit dauphin, de ce premier dauphin, de déstabilisation au sein de la famille royale et au sein du couple royal, que ce soit d'ailleurs Marie-Antoinette et Louis XVI. Double tragédie qu'a vécue Marie-Antoinette en 1789, la convocation des États généraux et la dépossession littéralement du pouvoir de son mari par ce serment du jeu de paume que j'ai évoqué tout à l'heure, et la mort de son fils aîné. On sait qu'elle a toujours aimé les enfants, elle en a adopté d'ailleurs avant d'en avoir, elle jalousait les enfants de ses belles-sœurs et de ses beaux-frères avant d'avoir sa première fille, la future Madame Royale, et elle a toujours eu un lien d'ailleurs très moderne et très physique avec ses enfants. Donc cette tragédie commence brutalement en 89, et cette tragédie, dans un certain sens, va la construire. Car au fond, toute la vie de Marie-Antoinette a été une sorte de ligne de fuite. Vous connaissez, et on vous a suffisamment parlé, c'est l'image qu'on évoque la plupart du temps de Marie-Antoinette, la bergère du hameau de la Reine, le petit Trianon, l'enfermement dans cette espèce de Thébaïde fausse et en dehors du monde et du temps que représente le petit Trianon. Je ne pense pas que cet enfermement soit dû au rapport qu'elle entretenait avec la cour, aux difficultés qu'elle avait par rapport à l'étiquette de cour, mais que cet relatif enfermement, car au fond elle n'a été sur une année complète, elle n'allait qu'à peu près un mois ou un mois et demi au petit Trianon, que Louis XVI lui donne dès 1774, dès son avènement. Cet enfermement s'explique, toute sa vie a été une forme d'enfermement, s'explique par des raisons psychologiques. Elle n'a pas tant fui la cour pour le petit Trianon, à mon avis, qu'elle ne s'est enfuie d'elle-même. Quand on la lit attentivement et quand on lit les lettres qu'elle écrivait à sa mère Marie-Thérèse, qui ne mourra, l'impératrice d'Autriche, qui ne mourra qu'en 1780, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement mal à l'aise, non seulement par rapport à ce nouveau monde dans lequel elle est brutalement projetée à 14 ans. Elle arrive en 1770 à la cour de Versailles alors qu'elle n'a pas 15 ans. D'ailleurs, cette scène rituelle incroyable de la traversée du Rhin, où on l'a fait se déshabiller de ses habits de petite archiduchesse d'Autriche et s'habiller de ses habits de dauphine puis de reine de France, elle entre dans un monde, elle est séparée brutalement de ses femmes, de ses gouvernantes, de Schönbrunn et de Vienne, et mise en contact avec une maison peuplée de Français, les gouvernantes Madame de Noailles, qui est beaucoup plus âgée qu'elle ne connaît pas. Et il y a un espèce de choc traumatique, certainement, qui s'opère à ce moment-là, en 1770. Et elle n'a pas confiance en elle-même. Et elle le dit dans les lettres à sa mère. Elle dit qu'elle n'aime pas apparaître en public, qu'elle n'aime pas parler en public. Et puis il y a un petit élément que les historiens assez biographes n'ont jamais noté. C'est qu'on connaît tous le portraitiste préféré de Marie-Antoinette, qui est Élisabeth Vigée-Lebrun, mais on ne sait pas, on sait moins que le premier portrait de Vigée-Lebrun date de 1778.
8 ans après qu'elle arrive en France et à Versailles. Et jusqu'à ce que Marie-Antoinette découvre Élisabeth Vigée-Lebrun, on le voit dans les lettres qu'elle écrit à sa mère, elle n'accepte pas ses portraits. Elle n'accepte pas les images qu'on peint d'elle-même. Si elle n'accepte pas ces images, c'est probablement parce qu'elle ne s'accepte pas elle-même, qu'elle est dans une espèce de relation conflictuelle avec elle-même. Et je pense que l'irruption de la Révolution en 1789, la mort de son fils aîné, va faire que pour la première fois de sa vie, elle va s'affronter elle-même, et en s'affrontant elle-même, affronter son destin. Et là, on la voit véritablement, alors qu'elle a refusé jusqu'alors toute forme d'exercice du pouvoir, alors même que Louis XVI, à partir de 1787, lui proposait de siéger au Conseil du Roi. Elle a toujours refusé, et elle le dit à Bercy Argenteau, qui est l'ambassadeur d'Autriche, qui est chargé un peu de la cornaquer au nom de la cour de Vienne. À partir de 89, elle accepte de co-exercer le pouvoir avec son mari Louis XVI. Et d'ailleurs, elle dit dans ses lettres, jusqu'en 89, elle dit « le roi qui est au-dessus de moi ». Et puis à partir de 89, elle dit « le roi qui est à côté de moi ». Et ça, c'est un changement. Et donc, elle mène cette politique, qui est une politique secrète, très très vite, après le transfert de la famille royale de Versailles au palais des Tuileries, et la famille royale se retrouve quasiment prisonnière. Elle ne l'est pas seulement à la tour du Temple, elle l'est déjà aux Tuileries dès les derniers mois de 1789. Elle va mener donc une politique parallèle et une politique secrète, et elle va s'initier au monde politique. Et ceci explique probablement l'attitude qui va être la sienne au cours du procès. C'est-à-dire que cette femme, isolée, séparée des siens, séparée des derniers qu'elle aime, et elle le dira tellement bien et tellement magnifiquement dans la dernière lettre qu'elle écrira 2 heures avant de mourir à sa belle-sœur Madame Elisabeth, ce qu'on a appelé le testament de la reine, qu'on retrouvera un peu miraculeusement en 1816, séparée de tous ceux qu'elle aime, affaiblie physiquement. On sait qu'elle était sujette à des hémorragies, probablement peut-être un cancer de l'utérus, et plusieurs des gendarmes qui chargeaient de la garder parlent de ces hémorragies dans sa cellule. On sait aussi, tout le monde connaît l'histoire de ses cheveux, ces merveilleux cheveux blonds cendrés qui auraient blanchi d'un coup, peut-être après la fuite à Varennes. Madame Campan le raconte dans ses mémoires, d'un coup ses cheveux auraient blanchi. On en fera même d'ailleurs un syndrome de vieillissement, le blanchiment des cheveux de la reine. En tout cas, elle ne paraît pas son âge, elle a presque 38 ans, elle en paraît 45 ou 50, elle apparaît dans cette salle de la liberté du tribunal comme une femme seule, isolée, en position évidemment de faiblesse absolue, faible physiquement, et pourtant, quand on lit ses réponses aux questions que lui pose le président Herman, aux questions que lui pose le juré, elle a une présence d'esprit, un sens politique, un courage. Certains du côté de la Révolution diront une trop grande fierté, le mot fierté est péjoratif du point de vue des révolutionnaires, un courage qui m'a moi-même étonné. Je pourrais vous donner un seul exemple que je donne assez souvent. Quand Herman l'interroge sur la fuite à Varennes, et que le président Herman lui dit vous avez quitté Paris parce qu'en fait la famille royale voulait se rendre au sein de l'armée de Bouillé, qui était la dernière armée fidèle aux frontières du royaume, à Montmédy. Puis vous connaissez l'histoire, le 22, ils sont arrêtés à Varennes. Donc Herman lui dit, vous vouliez fuir à Varennes parce que vous vouliez remonter sur le trône. Et Marie-Antoinette lui répond du tac au tac, mais nous ne voulions pas remonter sur le trône puisque nous y étions. Et au fond, dans les réponses de Marie-Antoinette, on s'aperçoit que beaucoup plus que son mari devant la Convention nationale, quelques mots auparavant, elle va se défendre, et partant défendre les droits de son fils, comme une sorte de passionnariat des droits divins. Elle est celle, beaucoup plus que son mari, qui défend les droits historiques héréditaires de la famille de Bourbon, alors même qu'elle ne l'est pas, qu'elle est une Habsbourg, et elle a un système de défense dans un univers mental qui est un univers d'incompréhension totale de la Révolution. Car autant les révolutionnaires la considèrent comme une étrangère, comme une autrichienne, alors je pourrais vous expliquer pourquoi le fait qu'elle ait été autrichienne
autrichienne a aggravé son cas, autant la Révolution la considère aussi comme une sorte de grande Messaline. Les pamphlets circulaient sur elle et contre elle bien avant le déclenchement de la Révolution, depuis le lever de l'aurore en 1780 jusqu'aux grands pamphlets orduriers des années 89-90. Autant on lui prêtait autant d'amants que d'amantes, elle couchait autant avec ses courtisans, à commencer par son beau-frère le comte d'Artois, qu'avec Madame de Lamballe, qu'avec Madame de Polignac, et j'en passe et des meilleurs. Autant elle-même n'a jamais compris véritablement ce qu'a été ce renversement de souveraineté, ce qu'a été la Révolution. Elle a toujours considéré que la Révolution était le fruit d'un complot, le fruit mené par un certain nombre de factieux, et que l'ordre monarchique d'Ancien Régime devait à tout prix être défendu et réorganisé dès que cela serait possible. Donc dans ce face-à-face que je vous ai décrit au début de mon intervention, c'est aussi un face-à-face politique et une double incompréhension politique, à la fois de la part des révolutionnaires vis-à-vis de Marie-Antoinette, qui symbolise absolument le pire de ce que peut être la monarchie, mais le pire aussi de ce que peuvent être les femmes. Car il y a une dimension très intéressante dans ce procès, c'est que ce procès marque une inversion des rapports entre les hommes et les femmes. Pour les révolutionnaires, l'Ancien Régime, c'est le règne des femmes, et a fortiori le règne de Marie-Antoinette. Les femmes exercent une influence délétère aux yeux des révolutionnaires qu'elles ne doivent plus exercer. Les femmes doivent être renvoyées là où elles doivent être, c'est-à-dire à leur foyer et auprès de leurs enfants. La Révolution, vous savez, c'est un monde complexe. Je vous ai dit que le monde en noir et blanc n'était pas forcément le plus réel. Il y a évidemment des avancées du côté de la Révolution, mais il y a aussi des choses qui sont terriblement rétrogrades, et notamment s'agissant de cette vision qu'ont les révolutionnaires de la femme. Quelques jours après le procès de Marie-Antoinette, la Convention nationale va voter la suppression des clubs féminins. Et donc, il y a, pour les révolutionnaires, et j'ai lu beaucoup de petits opuscules à ce sujet-là, il y a quelque chose d'une moralité un peu sévère et romaine de la part des révolutionnaires, qui commence par enfermer les prostituées dès 1789, et qui considère de façon plus générale que la complexion physique de la femme ne l'autorise pas à exercer quelque pouvoir que ce soit et quelque responsabilité que ce soit. Et au fond, le Code civil napoléonien est une émanation directe de cet état d'esprit révolutionnaire que je suis en train de vous décrire. Donc, le procès de Marie-Antoinette, c'est un procès conduit par des hommes contre une femme, pas seulement contre une reine, mais aussi contre une femme, et encore plus contre une mère. Et là, je voudrais vous évoquer, pour terminer, le moment et la partie la plus pénible de ce procès, c'est l'accusation qui est portée par Hébert. Hébert, qui est le rédacteur du Père Duchesne, qui est probablement, le Canard enchaîné, c'est la roupie de Sansonnet à côté du Père Duchesne, qui est probablement le journal révolutionnaire le plus violent de l'époque. Hébert, à longueur de colonne depuis des mois et des mois, traite Marie-Antoinette de salope d'Autriche, de catin, de putain autrichienne, j'en passe à des meilleurs. Je ne veux pas vous blesser, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que la violence de la presse révolutionnaire contre Marie-Antoinette. Et donc Hébert, sachant que les preuves de ces accusations qu'on veut porter contre la reine, c'est-à-dire complot intérieur et trahison extérieure avec les ennemis de la République, et en particulier avec l'Autriche, Hébert, sachant très bien, comme Fouquier-Tinville, que les preuves ne sont pas en leur possession, va essayer d'inventer un nouveau chef d'accusation. Ce chef d'accusation, il est moral, il n'est plus politique, et il consiste à accuser Marie-Antoinette d'avoir couché avec son fils, le petit dauphin, et non seulement Marie-Antoinette, mais sa belle-sœur, Madame Élisabeth, d'avoir couché avec le dauphin à la tour du Temple. Donc on va mener des interrogatoires du dauphin qui a 8 ans, qui est déjà affaibli, qui a été confié au ménage, comment s'appelle-t-il, vous savez, au Simon, au cordonnier Simon, et qui va finir par avouer à ceux qui l'interrogent, à Hébert et au commissaire de la Commune de Paris, tout ce qu'on voudra. Et donc Hébert vient témoigner au tribunal avec cette accusation d'inceste, et vous connaissez la réponse de Marie-Antoinette, celle-là on la trouve aussi au Moniteur. J'en appelle à toutes les mères qui sont présentes dans cette salle.
Il y a là encore un comportement incroyablement de maîtrise de soi, de courage, de dignité de la part de cette mère, bafouée non seulement comme reine, bafouée non seulement comme femme, mais bafouée dans le cœur de son intimité de mère, une attitude tout à fait étonnante. La réaction très favorable des tricoteuses et des sans-culottes présents dans la salle, dont on parlera beaucoup plus tard sous la Restauration, à mon avis, n'a pas eu lieu. Je pense que c'est Chauveau-Lagarde, son avocat, qui dans un récit très tardif qu'il conduira sur le procès en 1816, publié en 1816, dira que Marie-Antoinette avait failli à ce moment-là retourner son procès, y avoir gain de cause, en créant cette espèce d'émotion jusque dans le public des tricoteuses et des sans-culottes qui assistaient à son procès. Je ne le crois pas. Je crois au contraire que les activistes révolutionnaires étaient tellement persuadés, à force de brochures, d'articles de presse, de l'infamie de cette femme, du comportement anormal, de la sexualité anormale de cette femme, qu'ils ont dû probablement prendre cette accusation d'inceste pour granted, comme diraient les Anglais, pour réel. Mais pourquoi est-ce que Hébert porte cette accusation? C'est une accusation. J'ai dit que c'était une accusation morale, mais in fine, c'est encore une accusation politique. Parce qu'au fond, en accusant la mère d'avoir couché avec son fils, puisqu'on ne peut pas exercer un deuxième régicide sur le petit dauphin, on ne peut décemment pas tuer le dauphin qui a 8 ans, qui est enfermé à la tour du Temple, on a exercé un régicide physique sur Louis XVI, en janvier 93, et on va exercer un régicide moral sur le dauphin. C'est-à-dire, en ne pouvant le tuer physiquement, on va le tuer moralement. Et au fond, en accusant la mère à travers le fils et le fils à travers la mère, on va essayer de couper le cordon ombilical de cette hérédité monarchique qui lie Marie-Antoinette à son fils. Car du point de vue des royalistes, le roi est mort, vive le roi, le mort saisit le vif, et du point de vue des royalistes, Louis XVII est le nouveau roi de France, même si son oncle, le comte de Provence, futur Louis XVIII, a pris la régence. Et ce petit Louis XVII est bien encombrant pour les révolutionnaires. Donc, à défaut de pouvoir le tuer physiquement, on va essayer de le tuer moralement, et c'est ce qui explique en partie cette accusation d'inceste qui est portée contre Marie-Antoinette par Hébert. Voilà, je pourrais vous parler des derniers moments de Marie-Antoinette. Elle a été incroyablement courageuse jusqu'à ces derniers moments. Elle est donc condamnée à mort à 4 h du matin, le 16 octobre. Elle monte dans la charrette à 10 h 30 du matin. L'exécution a lieu place de la Révolution à midi. J'ai fait à pied le parcours qui sépare la conciergerie de la place de la Concorde, 4 km et demi. La charrette a mis 1 h 30. Il y avait 300 000 personnes dans les rues, beaucoup d'injures. Et d'ailleurs, cette exécution que les révolutionnaires voulaient exemplaire est ratée du point de vue des révolutionnaires, parce que les révolutionnaires espéraient que le peuple de Paris serait calme et digne, alors même que la reine, face à la mort, entrerait en convulsion et en terreur devant la mort. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Marie-Antoinette s'est montrée sur la charrette d'une très grande dignité. Jamais elle n'a dit, comme on voudra le lui faire dire dans les journaux révolutionnaires, jamais elle n'a marché sur le pied du bourreau Samson, et jamais elle n'a dit « Excusez-moi, monsieur le bourreau ». On a inventé cette histoire pour l'enfermer encore dans une espèce de politesse factice de cour, dans une espèce de légèreté qui aurait été celle de la reine tout entière, alors même qu'elle était le contraire, c'est le moins qu'on puisse dire d'une femme légère devant la mort. On lui fait subir toutes les humiliations jusqu'à la position qu'elle occupe dans la charrette. Vous savez, cette charrette sur laquelle elle va monter à 10 h 30 du matin dans la cour du maître du palais de justice, de la conciergerie. Elle roule depuis la nuit des temps. C'était déjà la charrette des procès de sorcellerie. Souvenez-vous de ce petit livre du cycle des chevaliers de la table ronde, Lancelot, le chevalier de la charrette. On le fait asseoir lui aussi à l'envers, dans le sens inverse du sens de la marche des chevaux. Humiliation suprême pour Marie-Antoinette, qui est encadrée par un prêtre réfractaire d'un côté, à qui elle ne parlera pas, et par le père et le fils Samson, qui sont les bourreaux. Et elle montrera les degrés de la plateforme de l'échafaud sans défaillir,
même que cet échafaud est situé dans la perspective, dans l'axe principal des Tuileries, endroit où elle a vécu peut-être les derniers jours de liberté de sa vie, où elle a probablement vu pour la dernière fois celui qu'elle a certainement aimé autant sinon plus que son mari, qui est le comte de Fersen, et elle mourra sans un mot et dignement à midi, le 16 octobre. Au même moment, le même jour, on déterre les corps des rois de France à la basilique Saint-Denis. Donc il y a une symbolique incroyablement lourde de cette journée du 16 octobre 1793. On tue physiquement la reine de France et on tue une deuxième fois en exhumant les cadavres des rois de France, la longue série des rois à la basilique Saint-Denis. Voilà, je vous remercie de votre attention.